Alors, Benoît Torrent, bienvenue. On est au cœur du jeu sans être au cœur du jeu, donc j'ai l'habitude de le dire. Je dis, on va y aller comme ça. Bienvenue au cœur du jeu. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Merci pour l'invitation. Bon entourant du coup conseiller en gestion de patrimoine, footballeur aussi à mes heures perdues, mais expert en dehors du terrain plus que sur le terrain. Donc conseil financier, placement, fiscalité, transmission, succession, droit de la famille, mariage, Pax et Hmm, crédit immobilier également avec ok, l'immobilier. c'est assez complet. Là, de toute façon, les gens qui sont là, qui sont devant cet enregistrement-là, ils savent pourquoi ils sont là. Euh, Moi, j'ai quand même envie de te poser la question pour commencer. Avec quoi t'aimerais que les joueurs qui vont regarder cet entretien repartent? On qui repartent surtout avec des clés pour entamer quelque chose, pour continuer quelque chose, pour développer quelque chose qu'ils ont peut-être déjà mis en place sur la gestion de leur patrimoine. Et quand je dis patrimoine, pas besoin d'avoir de suite des millions. Les bons réflexes se prennent très tôt, dès les premiers euros. Donc surtout ça, des clés, des bons réflexes et puis des petits tips pour faire ce qu'il faut et puis gagner de l'argent. Hmm. Ok, le thème de la conférence, c'est réussir sa carrière. Il y a plusieurs aspects sur lesquels tu peux réussir ou échouer ta carrière. C'est à quoi ressemble une carrière réussie financièrement? Carrière réussie financièrement, c'est une carrière où tu as pu avoir des projets, où tu as pu construire quelque chose, où tu as pu développer quelque chose, et surtout, quelle que soit la fin de carrière, qu'elle soit tôt, qu'elle soit des fois précoce, ou que tu ailles vraiment au bout du bout pendant 15 ou 20 ans, c'est que tu puisses être serein financièrement sur ta reconversion, sur s'il y a un petit pépin dans la vie, s'il y a un petit trou d'air sur un club où tu as pas de contrat ou pour une raison ou une autre, une blessure. Une carrière réussie, c'est ça. C'est être Hmm. financièrement à l'abri, serein, avec des projets réussis. Ok. Euh, Bah on va commencer avec ton travail. C'est quoi un peu ton rôle et l'aide que tu apportes à un joueur dans ce job de gestionnaire de patrimoine? Avant, je vais faire beaucoup de parallèles avec le terrain, ce qui se passe Mhm. sur le terrain, parce que je trouve que la phrase qui dit que le sport c'est l'école de la vie est totalement vraie. Ce que tu fais sur le terrain te sert aussi en dehors. Moi, pour schématiser un petit peu, pour donner une idée de mon travail, je suis un numéro 10. C'est-à-dire que je vais orienter le jeu et en l'occurrence ton patrimoine, et je vais pouvoir te guider et faire et- les bonnes actions pour que ça aille au bout et pour marquer, pour le coup. Donc, un numéro 10 où je vais être très compétent sur l'ensemble et c'est ça qui va faire la différence. C'est un très bon gestionnaire de patrimoine, un expert pour le coup. C'est d'être bon sur beaucoup de sujets, sur la finance, sur le droit civil, sur le droit fiscal, sur l'immobilier, sur le crédit, toute cette partie-là. En fait, je suis un partenaire de confiance. Je fais partie de l'entourage des joueurs et des proches pour le coup. C'est vraiment un partenaire de vie, de réussite et de projet. Donc, mon travail, c'est ça. C'est de comprendre les attentes du joueur et de l'aider à les atteindre, à atteindre les objectifs qu'on se fixe. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu étais un numéro 10 et que pour être efficace dans ce rôle de numéro 10 là, fallait être performant sur différents aspects. Tu as parlé de droit civil, il y avait 4-5, je suis pas expert, donc tu m'excuseras de pas charcuter tout ce que tu as dit. Euh, Quand les joueurs viennent te voir, la plupart du temps, de ton expérience, sur quels aspects ils sont le plus sur quel aspect il y a le plus de travail à faire? Le plus gros du chantier, il commence par où? Avec les joueurs de foot, la plupart du temps. Le foot et tout sport confondu, même au-delà du sport, c'est vraiment l'éducation financière. Hmm. On en a très peu et c'est un sujet, on touche directement et on parle d'argent. Donc c'est un sujet qui peut paraître sensible et vu que c'est un sujet qui peut paraître sensible, il y a beaucoup de personnes qui s'y risquent pas, qui n'en parlent pas et on arrive de suite avec les premiers contrats professionnels à gagner beaucoup d'argent,
mais à pas savoir comment ça se passe au final. Donc, les premiers soucis qu'il peut y avoir, ça va être le fait de gagner vite de l'argent, beaucoup d'argent, d'avoir les impôts qui viennent avec, toute cette partie-là, des investissements. J'ai aussi, malheureusement, il n'y a pas que du beau monde autour du sport, et il y a aussi malheureusement des mauvais investissements, des mauvais conseils et des personnes qui sont pas forcément bien intentionnées. Donc, l'entourage au sens large est super important pour performer sur le terrain. Les conseillers en gestion de patrimoine en font partie. Si tu t'entoures des bonnes personnes, tu fais en sorte d'avoir le coach qui te correspond, le prépa mental qui te correspond, le kiné qui te correspond, le diète qui te correspond. Il faut faire la même chose avec le conseiller en gestion de patrimoine parce que c'est plein de mécanismes qui, tous mis bout à bout, font en sorte que ça se passe bien sur le terrain. Quand tu as l'esprit libéré en dehors du terrain, tu as l'esprit libéré sur le terrain. Généralement, de dire qu'on peut faire la part des choses sur le terrain et en dehors, c'est sur le papier, oui, mais il y a quand même une frontière qui est assez mince. Mhm. Et quand l'un ne va pas très bien, l'autre est souvent touché aussi, de toute façon, dans un sens ou dans un autre. Ouais. Donc il faut être le plus compétent possible. Pareil, pour parler simplement, pour schématiser, un numéro 10 qui a une supervision du jeu, mais qui est techniquement nul, bah, il va pas pouvoir, même s'il voit le jeu avant tout le monde, il va pas pouvoir faire une bonne passe, il va pas pouvoir lancer son numéro 9 en profondeur, il va pas pouvoir orienter le jeu, il va pas pouvoir faire la transversale au bon moment sur le bon coéquipier. Conseiller en gestion de patrimoine, c'est pareil. Tu peux avoir quelqu'un qui a une vision, si techniquement tu as pas de connaissances ou de compétences, ça va être compliqué derrière, tu vas très vite être limité. À partir de quel niveau, ou je sais pas si le niveau c'est un peu biaisé parce que tu peux être à différents niveaux, tu peux être à un niveau inférieur à avoir gagné plus d'argent qu'un joueur qui joue plus haut. Mais si tu arrives à peut-être mettre des chiffres dessus ou mettre une fourchette, à partir de quel niveau, quel revenu, tu penses que ça vaut la peine d'engager quelqu'un pour tout ce qui est gestion de patrimoine? Vraiment, si on devait fixer des niveaux, bien que ça aussi, ça dépend vraiment de la personne, parce que tu peux commencer à faire de belles choses avec peu, on va dire. Et Mhm. pareil, si tu as les bons réflexes avec peu, tu vas avoir les bons réflexes avec beaucoup. Et forcément, tu vas aller plus vite, plus haut, plus fort. Mais je dirais à partir de la N2. La N2, où ça a quand même beaucoup plus de contrats fédéraux, d'anciens pros aussi, ou de joueurs pros qui, des fois, redescendent un petit peu dans l'antichambre du monde professionnel et qui permettent quand même d'avoir des bons revenus. En dessous, sur de la N3, tu as peu de contrats fédéraux, mis à part quelques N3. C'est des revenus avec des défraiements des fois par rapport aux déplacements, des choses comme ça. Mhm. Mais pareil, un joueur de N3 qui veut bien gérer son argent, qui commence avec 50 euros, ou qu'on aille sur un joueur au niveau Ligue des Champions ou un international, le réflexe, les bons réflexes qu'on a avec 50 euros, on les aura avec 100 000, 1 million ou 10. Ça, c'est pas un sujet. C'est quoi ces premiers bons réflexes? C'est déjà d'avoir un budget, c'est de faire attention à son rythme de vie, c'est de prendre conscience de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on ne fait pas forcément prendre conscience aux joueurs de ces choses-là, notamment du fait qu'une carrière n'est pas éternelle. Il faut savoir qu'une carrière d'un joueur professionnel, c'est une moyenne de 8 ans. Donc, pour plein de raisons, hein. Blessure, non renouvellement de contrat, pardon. Mhm. Il peut y avoir mille choses, mais les carrières qu'on voit de 15-20 ans, les Cristiano Ronaldo et autres, ce sont des exceptions. Et pareil, sur les revenus, ce sont aussi des exceptions. Il faut savoir que le salaire moyen en Ligue 1 en France, c'est autour de 40 000 euros par mois sur cette partie. Mais sur ces 40 000 euros par mois, il y en a la moitié qui touche moins. Donc, forcément, on a des très gros salaires qui je pense, un petit peu cette moyenne. Quand on est en Angleterre ou en Espagne, bon, les salaires sont pas les mêmes. En Ligue 2, on est entre 10 et 20 000 de moyenne. Et en national, on est entre 3 et 5, à peu près. Donc, ce sont c'est des beaux salaires, des beaux revenus. Pour autant, une carrière, quand elle dure 8 ans, même si on a 40 000 euros pendant 8 ans, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 8 ans? Parce qu'après, derrière, faut déjà envisager la suite. Alors après, préparer une reconversion dès qu'on a 20 ans, peut-être pas non plus.
Mais en tout cas, faut se mettre assez vite en ordre de bataille et de se dire, ok, une carrière, ça passe très vite. Et j'ai pas mal de joueurs qui, pour diverses raisons, qui des fois, en étant jeune, t'as ton premier contrat pro à 17, 18, 19 ans, tu te dis, mais j'ai le temps. Moi, ma carrière, j'ai toute ma vie, mais je vais jouer jusqu'à 40. Ça, déjà, tu sais pas. Ensuite, tu sais pas quel contrat tu vas avoir. Et en fait, quand tu te dis, je le fais pas cette saison, je le fais la saison prochaine. La première saison, tu as ton contrat, tout se passe bien, c'est exigeant. Tu pars en vacances, tu dis, mais non, je le ferai la saison prochaine. Puis la saison d'après, t'as autre chose. Et tu redécales d'une saison. Et tu redécales d'une saison. Et tu arrives à 25, 26, 27 ans. Et parfois plus. Et finalement, t'as déjà la moitié de ta carrière passée. Et tu dis, j'ai peut-être pas mis tout ce que je devais mettre en place pour que dans 7, 8, 10 ans, je sois tranquille. Donc ça, c'est les bons réflexes de suite, c'est de prendre conscience que c'est pas éternel. Et c'est de faire les bons choix. Donc, sur le budget de vie, sur mettre de l'argent de côté, faire des investissements, bien s'entourer. Et ça c'est une des raisons, des 5 raisons qui sont qui font la faillite malheureusement des joueurs. Il y a une stat qui est terrible, c'est qu'un joueur sur deux, et ce chiffre a tendance à augmenter, 5 ans après la fin de sa carrière, il est ruiné. Hmm. Et le mauvais entourage, l'entourage toxique en fait partie. Le manque d'éducation financière, d'éducation financière, pardon, en fait partie aussi. Il y a les dépenses excessives qui en font partie, parce que forcément, quand on gagne beaucoup, on a tendance à dépenser autant, en tout cas facilement. Mais ça dure pas encore une fois toute la vie. Et l'absence de reconversion professionnelle, le fait de pas envisager la carrière qui avance, le fait de pas forcément envisager la reconversion, c'est ce qui fait qu'après derrière, ça peut être aussi un petit peu plus compliqué. Comment se passe ce premier entretien avec un joueur? Disons que moi, je débarque dans ton bureau, j'ai la chance de venir de signer mon premier contrat professionnel. En plus, j'allais signer à l'OL, mais comme là, ils sont rétrogradés en Ligue 2, mon agent, il a fait de la magie. Écoute, je me retrouve au PSG. Je viens de signer mon premier contrat, là. Tout est beau. Je débarque dans ton bureau. C'est quoi un peu les premières questions que tu me poses? Déjà, félicitations. Belle signature. Le plus dur commence. Le plus dur commence. C'est de savoir forcément ce que tu vas gagner. Et ce que tu vas gagner, ce qui est inscrit au contrat, c'est pas ce qu'il va y avoir dans ta poche. Parce qu'entre le brut et le net, il y a une différence. Et surtout, le brut et le net après impôt, il y a une différence aussi. Donc ça, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes. Est-ce que c'est si évident que ça dans la pratique? À quelle fréquence tu dis ça aux gens et les yeux des gens s'ouvrent alors que c'est censé être connu par tous? Tout le temps. Tout le temps. Et puis les contrats fonctionnent beaucoup avec tous les footballeurs. On sait comment ça se passe. C'est la première année, t'es payé tant. La deuxième, si tu restes, t'as ton salaire qui augmente. Éventuellement, si tu montes, t'as des primes de montée. T'as beaucoup de primes. T'as beaucoup de variables aussi dans un contrat de footballeur et de sportif professionnel. T'as beaucoup de variables. Ce que tu as sur ton brut, il est des fois doublé, triplé, quadruplé. Si ça, tu prévois pas ce qui va se passer après, ta déclaration d'impôt que tu fais l'année d'après, tu te dis, mais moi, j'ai passé une année, John, tu viens de signer en 2025. Félicitations. Super salaire. La saison se passe super bien. 31 décembre, on passe au 1er janvier sur une autre année fiscale. L'année prochaine, tu viens me voir, tu me dis, Benoît, faut qu'on discute. T'as rien mis en place. T'as dépensé tout ton argent. Tu me dis, je me suis fait plaisir, je l'ai mérité, j'ai fait ce qu'il fallait pour être là où je suis. J'ai dépensé. L'année prochaine, tu viens me voir et tu me dis, on fait la déclaration d'impôt. J'ai gagné tant en salaire et j'ai eu tant de prix. Et les impôts, ils vont dire, John, par rapport à ce que tu gagnais avant et ce qui était calculé avant, on t'a pas prélevé assez d'impôts. Donc, tu dois rattraper ce retard. Et sur la fin d'année, en 3 ou 4 mois, tu vas devoir donner la différence. Mais on parle de rattrapage en fonction de ce qu'on appelle ton taux marginal d'imposition, ta tranche. Tu peux dépasser les 45%. Quand tu dois donner à la fin de l'année des dizaines de milliers d'euros en rattrapage sur 3-4 mois, si tu l'as pas prévu, oui, déjà, tu pars pas très bien. Donc, je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps parce qu'en fonction des contrats, des renégociations de contrats, de ce qui peut se passer, d'une année sur l'autre, si jamais tu pilotes pas, en fait, comme un avion, si t'as pas de pilote, tu vas pas bien loin.
c'est pareil. Le patrimoine, c'est exactement la même chose. Si tu fais pas en sorte qu'il se développe, tu vas pas aller bien loin. Et, et même pire que ça, tu peux te retrouver dans des situations délicates. Parce que quand tu as les impôts qui viennent te voir en disant, l'autre, tu nous dois tant et tu les as pas, bah, ils sont pas forcément tout le temps très gentils. Donc, Ouais, ouais. ça, c'est super important. Donc, le premier, déjà, le premier réflexe à avoir, c'est, OK, j'ai bossé dur pour arriver là. Maintenant, combien je gagne en brut? Combien je gagne en net? Combien je vais devoir payer d'impôts? Est-ce que je peux l'optimiser ou pas? Si c'est le cas, comment? Combien? Et en fonction de ce que tu gagnes, tu dépenses pas plus. Et je dirais même, c'est pas tu dépenses pas plus, c'est que tu fais en sorte de mettre de l'argent de côté parce que, pour une raison ou une autre, il peut tout se passer. Alors, tu peux aussi vouloir partir en vacances, profiter. Mais si t'épargnes pas, si tu mets pas de côté, au moment où tu veux dépenser, si tu as déjà tout dépensé, il y a pas de Hmm. possibilité. C'est les premiers bons réflexes. Donc, trouver la bonne personne, Ouais. solliciter. Pareil, super important quand je parle de clés sur ce que tu peux mettre en place sur toute cette partie-là, c'est déjà de se renseigner un peu. Et surtout, moi je leur dis les gars, moi je suis là pour que ça se passe bien, pour que ce soit du gagnant-gagnant et pour qu'on aille loin ensemble et vraiment pour être un partenaire de confiance. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Messieurs, gardez vos codes d'accès. Je fais les déclarations d'impôts pour les joueurs, ils me donnent leur code, on le fait ensemble. Mais surtout, ouais, moi, c'est leur numéro dessus, c'est leur adresse mail. Ils ont une vue sur tout ce que je fais, Hmm. absolument tout. Ils veulent contrôler à un moment donné. Bien sûr qu'ils vont me demander parce que ça va être plus simple pour eux, parce que je vais pouvoir retrouver de suite ce qu'eux vont mettre 1 heure à chercher. C'est normal, c'est mon travail. Pour autant, s'ils veulent le faire eux tout seuls, ils peuvent le faire. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de joueurs, beaucoup trop. Et déjà un joueur, c'est beaucoup trop. Mais beaucoup trop de joueurs qui ont pas la main sur leurs finances. Hmm. Et ça déjà, quand on parle de joueurs, d'un joueur sur deux qui finit en faillite, il y a certains joueurs où on a ces discussions crues aussi, hein, comme des discussions de vestiaire. Comme je te dis, on est là pour parler le même langage et pour travailler ensemble et pour faire en sorte que ça se passe bien. Moi, je leur dis, comme un coach, je leur dirais aussi, je me dis, tu es en partie fautif de ce qui t'arrive aujourd'hui. Parce que il y a eu un moment où tu as fermé les yeux. Attention, je défends pas celui qui l'a fait, loin de là. Très loin de là. Mais c'est pour ça que la confiance n'exclut pas le contrôle. Hmm. C'est super important là-dessus. Donc, faut qu'ils s'y intéressent. C'est, c'est leur argent. C'est leur avenir. C'est leur patrimoine. Donc, non, ça se tient. Puis en plus, j'allais demander un peu comment la collaboration se fait parce que, comme tu dis, il faut s'intéresser à ce qu'on fait, mais en même temps, le joueur n'est pas expert. Donc, sur un domaine où tu commences à t'y connaître un peu, bah, c'est plus facile de contrôler, de faire confiance et de contrôler. Sur un domaine où tu ne sais absolument rien, comment contrôler et qu'est-ce que vaut vraiment ce contrôle? Parce que je regarde si c'est du charabia pour moi, je me dis, bah, en fait, il peut être en train de m'entourlouper, c'est la même, je sais pas. Je sais même pas de quoi il s'agit, etc. Donc ouais, comment faire un peu dans ce cas de figure-là? Très bon conseiller, un très bon gestionnaire de patrimoine, un expert. C'est celui qui va te rendre accessible les choses. C'est celui Hmm. qui va te parler et tu vas comprendre. Bien sûr que tu vas pas aller dans le très technique parce que comme tu dis, c'est pas ta partie. Hmm. Donc, et en effet, il y a certains, des fois, mécanismes qui sont compliqués. Donc, mais en tout cas, dans les grandes lignes, John, tu viens me voir, tu es professionnel, tu sais ce qu'on va faire et tu sais la stratégie qu'on va mettre en Ah, place. ok. Et tu comprends ce qu'on va mettre en place pour arriver aux objectifs. Et en tout cas, moi, je le vois comme ça. Tant que tu comprends pas, on signe pas. Hmm. Parce que il faut que ce soit clair pour toi. Pareil, il faut que ce soit clair sur le moment. Ce que je vais te dire aujourd'hui, ça va te sembler limpide, ça va être très clair. Et dans 6 mois, tu vas me dire, Benoît, tu vas m'appeler. Bon, ce qu'on s'est dit, faut qu'on reprenne les impôts. Je Ouais. comprends pas. Y a pas de souci, je suis là pour ça. Donc, mais en tout cas, il faut que sur le moment, faut pas que ce soit du charabia, faut pas que tu puisses avoir une visibilité. Et sur ce que je te propose, sur ce qu'on va mettre en place, sur l'accompagnement, faut que tu sois capable de me dire, OK, ça me va, c'est ce que je veux. Ou alors, tu vas pouvoir me dire, Benoît, non, on prend les avantages. OK, je vois où tu voulais aller. Moi, c'est pas ça que je veux faire. J'ai un autre objectif, c'est celui-là. Et à ce moment-là, ben, on va mettre autre chose en place. Mais pour que tu puisses prendre une décision, faut que tu comprennes ce qu'il y a derrière.
Hmm. Donc, déjà, si tu commences et si tu viens me voir et que tu me dis, Benoît, pareil, on met quelque chose en place, que je t'explique quelque chose totalement incompréhensible pour toi, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Ouais, non, c'est clair. C'est impossible. C'est quoi les choses à faire attention sur un premier, deuxième contrat, et puis une ou deux astuces que toi t'as pour optimiser sa fiscalité. Là, il faut sur le statut de sportif professionnel, d'artiste même. Il y a pas mal de possibilités. Donc ça, il y a des pistes à creuser en fonction aussi des années précédentes sur les revenus, de ce qui s'est passé avant. On peut faire des placements financiers, on peut faire des investissements immobiliers pour défiscaliser un petit peu. Et après, il y a des montages avec des sociétés de gestion d'image. Il faut savoir que pour donner un chiffre concret, de tête, un joueur qui est autour de 10 000 euros net par mois, célibataire sans enfant, sur le papier, c'est environ 30 000 euros d'impôts. Hmm. Donc, tu me dis que 10 000 euros net par mois? Ça devient 7 000 Ok, après impôt. d'accord. Et ça, c'est sans rien faire. Hmm. Et 3 000 euros d'impôts mensuels, c'est pas, il y a des choses, il y a des choses à optimiser. Il y a des choses à aller chercher. Il y a de l'investissement à faire. Il y a du crédit à faire. Il y a des effets de levier. Si tu veux pas faire de crédit, il y a d'autres options. Donc, il faut là aussi mettre une stratégie en place pour éviter de prendre de plein fouet, en fait, les augmentations qu'il peut y avoir. Parce que quand tu passes de 2 000 euros par mois à 5, à 10, à 15 et au-dessus, si l'année tu n'as absolument rien en place et si tu le pilotes pas, tu vas tout le temps avoir un rattrapage et on va venir tout le temps te demander de l'argent. Hmm. Et finalement, tu vas courir après des revenus pour payer tes impôts. Oui. Et puis, tu vois, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Si tu fais pas ça, tu vas, les primes que tu vas avoir, les gains que tu vas avoir, ce que tu vas développer, ça va servir à payer tes impôts, les impôts que tu as peut-être en retard. Faut prendre de l'avance. Les joueurs qui sont à l'étranger, est-ce que t'en as, est-ce que est-ce que tu travailles avec des joueurs qui sont à l'étranger? Est-ce que par le passé, tu as travaillé avec des joueurs à l'étranger? Et qu'est-ce que ça change sur la donne au niveau de la fiscalité? Ça, c'est une question, tu vois, que des joueurs m'ont posée. Ça change tout. Ça change tout parce que quand tu es en France, que tu as 100% de tes revenus en France, que tu fais des investissements en France et que tu pars à l'étranger, tu pars en Italie, bah, c'est pas la même imposition. C'est pas la même imposition là-bas. Pour autant, tu gardes des choses en France. Donc, comment t'es imposé sur ce que tu as en France? Comment t'es imposé sur ce que tu as en Italie? Le but, c'est de pas avoir une double imposition. C'est vraiment de maîtriser ça, de faire en sorte que ce soit le moins indolore possible. Et typiquement, tu vois, je parlais de numéro 10. Moi, j'extrapole, mais je vais pas être un spécialiste de la fiscalité en Bulgarie. Par contre, il faut que je me mette en relation sur ce qu'on a mis en place en France, sur ce que moi je maîtrise parfaitement ici et où je suis un expert ici. Je me mets avec un avocat fiscaliste, là-dessus, on va travailler la fiscalité là-bas. Moi, je vais parler le même langage que l'avocat fiscaliste en question sur les revenus qu'il va y avoir là-bas, et je vais pouvoir te le redistribuer, te le redonner avec les bons mots, avec de façon claire et explicite, que ce soit accessible, et te dire, OK, John, on peut faire ça. Mais il faut pas que tu prennes, faut pas que tu gardes ton conseiller qui est que en France, que tu prennes un nouveau conseiller qui est que en Bulgarie. Ça va pas marcher. Ouais, C'est pas ouais, non. possible. Et tu vas pas pouvoir avoir la bonne stratégie parce que peut-être que ce que tu vas mettre en place là-bas, ça va aller totalement contre ce que tu as mis en place en France. Et inversement, au final. Donc, il faut avoir un bon meneur de jeu, quelqu'un qui est capable de dire, OK, ça, c'est pas sur cette partie-là, c'est pas ma partie. Par contre, je connais la bonne personne. Donc, moi, typiquement, numéro 10, si cette partie, c'est au milieu latéral de faire son job, je vais appeler le bon milieu. Je vais appeler le bon milieu pour avoir un coup de main. Hmm. Le match se gagnera ensemble. Ça sera pas moi dans mon coin, pour le coup. Ok. Est-ce que c'est judicieux pour un joueur d'avoir une société, par exemple, encore une fois, des questions que les joueurs m'ont posées, pour des droits à l'image, autre activité, et si jamais c'est le cas, pour qui est-ce que c'est utile? OK. Ouais, on va commencer à rentrer un peu plus dans le technique. Et Mhm. oui, ma réponse, ça va être oui. Ça peut être intéressant et ça peut être très intéressant.
Ça dépend du niveau et de revenus, ni plus ni moins. Donc, je vais pas conseiller une société d'image à un joueur de N2, très clairement. Par contre, quand on commence à avoir certains revenus, c'est quelque chose qui a envisagé, tout simplement parce que c'est la différence quand tu gagnes un salaire à titre personnel, tu as entre guillemets un particulier, tu as ton salaire, tu as le prélèvement d'impôt à la source, et ensuite tu reçois ton salaire, ton net à payer qui arrive vraiment sur ton compte. Et tu dépenses et tu vis avec, et tu investis avec ce qui arrive sur ton compte. En gros, c'est ça. Sur une société, c'est différent. Une société, que ce soit gestion à l'image ou une entreprise, réellement. Tu vas facturer pour des services, tu vas avoir cet argent qui arrive sur le compte de la société, tu vas investir, tu vas des fois rémunérer des salariés, tu vas mettre en place des choses, tu vas pouvoir acheter, tu vas pouvoir faire de l'immobilier, développer pas mal de choses. Et en fonction de ce que tu as dépensé, il va te rester un résultat et tu vas être taxé sur ce résultat. Hmm. Tu vas pouvoir maîtriser la fiscalité de façon différente. Et la fiscalité des sociétés n'est pas la même que la fiscalité du particulier. Hmm. Donc c'est intéressant parce qu'après tu vas pouvoir aussi créer, et là ça va peut-être parler à certains joueurs, tu vas pouvoir parler de holding, tu vas pouvoir parler de SCI, Société Civile Immobilière, de SC, de Société Civile tout court. Tu vas pouvoir gérer un portefeuille, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses. Tu vas pouvoir créer des fonds d'investissement potentiellement, tu vas pouvoir faire pas mal de choses là-dessus. Et toujours pareil, en ayant une fiscalité qui est différente. À quel point à quelle fréquence justement le joueur doit se tenir au courant, parce que genre il y a deux manières de penser, et ma crainte c'est, est-ce que si je me lance sur une démarche comme ça avec mon gestionnaire de patrimoine qui me dit que je peux lui faire confiance mais que la confiance n'exclut pas le contrôle, donc faut quand même garder un œil là-dessus. Si je passe trop de temps à garder un œil dessus, bah limite autant je grossis le truc, parce que je grossis le trait, mais autant ne pas engager quelqu'un, c'est pour que je sois H24 à regarder ce qui se passe, à suivre ce qui se passe, etc. Donc concrètement, avec les clients avec lesquels tu travailles, peut-être c'est plus facile de s'appuyer sur un de ces exemples-là, à quelle fréquence le joueur qui soit dans une démarche où il fait confiance mais qui contrôle doit se tenir au jus de ce qui se passe. Déjà, une fois par an. Une fois par an minimum, il faut que tu aies un rendez-vous, un vrai rendez-vous où tu dis, OK, on fait le point sur ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu mettre en place? Et pourquoi on a pu le faire ou pourquoi on n'a pas pu le faire? Ça, déjà, c'est un premier point sur la relation. Maintenant, c'est sûr que si moi je suis là, c'est pour éviter la charge mentale, c'est pour optimiser, c'est pour aller beaucoup plus loin, c'est pour être beaucoup plus technique et largement meilleur sur ce que le joueur il va pouvoir faire en étant tout seul. C'est impossible d'être les entraînements, les soins, la sieste, les matchs, les déplacements. Tu peux pas être focus sur autre chose. En tout cas, tu peux pas avoir assez d'énergie pour vraiment développer cette partie-là. Mais comme sur le terrain avec tes coéquipiers, avec tes partenaires, la confiance, plus tu joues des matchs avec tes coéquipiers, plus tu sais comment tu vas pouvoir t'appuyer sur eux. Mmh. Sur les joueurs avec qui je travaille aujourd'hui, c'est pareil. Au début, on sait beaucoup plus souvent. On sait, même si on continue de savoir tout le temps, parce que je suis tout le temps joignable. Et le but, donc tu vois, il y a des joueurs qui aussi prennent goût à regarder un petit peu comment ça se passe, à se tenir au courant, à regarder un petit peu de leur côté de temps en temps. Des fois, j'ai juste un message, ils m'envoient ou un vocal, ils me disent Benoît, c'est bon, tout va bien, on bouge pas, c'est bon. Ça a fait 30 secondes, ils sont tranquilles, ils passent à autre chose. Et au contraire, je dis ce qu'on a mis en place il y a 6 mois, il faut le changer parce que telle et telle raison, parce que nouvelle saison, nouvelle année, nouvelle loi, il faut modifier, il faut qu'on prenne le temps d'eux. C'est ça, moi je fais une veille, ce qu'on appelle une veille sur les informations, sur ce qui se passe, sur ce qu'il y a. T'as pas besoin de le regarder toi tout le temps de ton côté. Mmh. Après, tu t'y intéresses autant que tu veux t'y intéresser. Si tu me dis et que on trouve l'équilibre et tu me dis moi Benoît, je veux pas avoir à passer plus de 10 minutes dans l'année dessus. Ok, c'est ton choix. Moi, je travaillerai du mieux possible pour que ça se passe bien. Pour autant, ce que là aussi je disais au tout début, ça reste ton argent, ça reste tes investissements. Et pour que tu restes maître de tout ça, et en tout cas que ça coche toutes les cases de ce que tu veux faire, faut que tu prennes un minimum de temps pour que ce soit OK sur les objectifs et sur ce que tu veux mettre en place. Mmh. Donc là, on a parlé quand même de entre guillemets, comment éviter de perdre de l'argent. Il y a les impôts
qui viennent, toute la fiscalité à mettre en place pour pas se retrouver, au moment où je dois payer mes impôts à devoir arrêter de manger pour payer tout ça. Tu nous as parlé de budget, tu nous as parlé d'épargne. C'est comme peut-être que j'utilise pas le bon mot, mais j'ai l'impression que c'est comme des mesures préventives, des sécurités à mettre en place pour pas se casser la gueule. Si on passe de l'autre côté maintenant, comment gagner de l'argent? Comment on fait pour gagner de l'argent avec l'argent qu'on prend du foot? Et même comment ça fonctionne avec toi, parce que moi je gagne de l'argent, mais du coup je dois m'attacher tes services pour gagner encore plus d'argent. Faut que j'ai de la marge dans ça, parce que si je dis une bêtise, mais toi tu me coûtes 2 millions et puis je gagne 500 000, j'ai quand même perdu 1,5. Comment tout ça fonctionne? Est-ce que tu peux m'introduire le sujet de ton point de vue, avec des pratiques de large? Ça fonctionne très bien. Très bien. C'est super important. Il y a un point que t'as oublié, c'est l'entourage. L'entourage, oui. Faut, faut être acteur. Faut être acteur, comme dans tes choix de carrière, comme tout ce que tu fais sur le terrain. Faut être acteur et pas spectateur. J'ai beaucoup de jeunes où on discute et qui prennent ça un petit peu d'un petit peu trop loin, qui disent c'est mon agent. Non, c'est pas ton agent. Ton agent, il est là pour t'aider, pour t'accompagner dans tes choix sportifs et dans ta carrière professionnelle. Mais c'est un métier à part entière. Ça prend beaucoup de temps d'être agent et ça prend aussi beaucoup de temps d'être gestionnaire de patrimoine. Et celui qui dit qu'il est capable de faire les deux, il ment. C'est impossible. C'est impossible. Moi, je vois aujourd'hui la charge de travail sur la gestion de patrimoine. C'est impossible de faire les deux. Donc, faut prendre conscience de ça aussi. Faut choisir les bonnes personnes. Et choisir les bonnes personnes, attention, aussi un petit warning sur cette partie-là. Les gens qui se présentent, c'est malheureux. Je donnerai pas de nom. Je donnerai aucun nom. Je ne donnerai. J'en ai pas demandé. Je ne parlerai pas. Mais tu peux pas te présenter comme expert ou conseiller gestion de patrimoine en disant j'ai eu cette discussion avec un community manager que j'apprécie beaucoup, qui s'occupe de pas mal de beaux joueurs, très beaux joueurs. Et ces discussions reviennent, tu vois, de temps en temps entre amis, dire on s'occupe de toi, qui s'occupe de toi, et c'est un tel, et puis en plus il s'occupe de lui et de lui. Et ça veut rien dire. Il s'occupe de lui, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il fait pour toi? Où il te fait gagner? Qu'est-ce qu'il te conseille réellement? Qu'est-ce qu'il est capable de mettre en place? Et aujourd'hui, on a beaucoup de conseillers ou en tout cas de sociétés qui se déplacent en disant mais je gère lui. Non, ça, moi je peux gérer n'importe qui et faire n'importe quoi. Oui. Ça veut rien dire. Non. Ouais. Là, John, tu viens me voir, tu me dis je gagne 2 millions. Combien tu vas me coûter? Et moi, je vais te coûter tant. Sauf que je vais te coûter. Moi, le but, c'est que je te rapporte bien évidemment largement plus que ce que je vais te coûter. Bien évidemment. Mais en tout cas, il faut que je sois le plus transparent possible là-dessus, sur ce que je vais te coûter et sur les enjeux qu'il y a derrière. Tu prends, tu laisses, mais tu sais ce qu'il y a. Tu sais, dans chaque solution, quelle que soit la proposition, quel que soit l'accompagnement, quel que soit le placement, l'investissement immobilier, les créations de sociétés, sur toutes les propositions, tu as toujours des avantages et toujours des inconvénients. Et il faut que tu sois. Il y a aucune solution qui n'a que des avantages. Ça n'existe pas. Ça serait trop beau. Mais du coup, pareil, tu as les règles du jeu. Quand tu as tous les avantages, tu as tous les inconvénients, tu peux pas prendre de mauvaises décisions parce que tu prends la décision avec les bonnes règles du jeu et tu sais ce qu'il y a derrière et tu sais ce que tu risques ou pas. Et du coup, faut être très à l'aise avec ça. Et tu me dis, Benoît, je gagne 2 millions. Combien tu vas me coûter? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Moi, j'ai envie de ça, ça et ça. Moi, je vais pouvoir me dire, John, la meilleure solution financière, c'est plutôt ça. Tu vas me dire, oui, ok. Mais moi, les inconvénients de la meilleure solution financière, c'est pas celle que je veux. Les inconvénients, ils me vont pas. Donc, on part sur autre chose. Il n'y a pas de problème. Tu as pris une décision qui est en accord avec tes valeurs, avec la vision que tu as. Moi, je suis là pour t'accompagner. Je te donne les armes pour prendre les bonnes décisions. Et après, le but, c'est que tu gagnes largement plus, encore une fois, que ce que je vais te coûter. Sinon, aucun intérêt, en effet, de passer par moi. Et je vais pouvoir et te faire gagner un bon conseiller en gestion, un bon conseiller en gestion de patrimoine, un bon gestionnaire. C'est ça. Il va te faire gagner beaucoup. Ça, c'est le but.
Et surtout, il va t'éviter aussi de beaucoup perdre. Et un joueur qui vient travailler avec toi pour un peu recadrer la vision sur ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Parce que là, par exemple, moi, je pense à un gestionnaire de patrimoine, je me dis, bah lui, il va me permettre d'avoir un rendement incroyable. Parce que chaque euro que je vais mettre, j'en mets un, j'en retire 5 à chaque fois. Peut-être pas tout de suite, mais non, voilà. C'est ça le plan. Qu'est-ce qui est, où est le mythe, où est la réalité là-dedans? Quand on parle de gestion de patrimoine, la plupart du temps, on part sur quel genre de retour sur investissement, sur quelle manière de gagner de l'argent. Parce que tout le monde aime bien tout le monde aimerait bien avoir le billet de loto, où tu mets 1 euro et tu repars avec 1 million et tu te dis waouh, j'ai fini le jeu. Ça, ouais, c'est ça. Mais le but, c'est de finir le jeu avec le moins de risques possible. Parce que si tu mets toutes tes économies sur ce billet de loto et qu'il est perdant, tu te retrouves à la fin sans rien. Donc c'est peut-être de pas avoir qu'un seul billet de loto et d'en avoir plusieurs, mais d'être moins sur chaque billet de loto. Et puis même de dire, ok, si en plus de ça, ils sont tous perdants, je mets quand même quelque chose en place en plus pour m'assurer vraiment un minimum. Donc, et tu te payes pas trop si tu es dans cette démarche-là? non, le but justement, c'est plus c'est diversifié, moins tu risques. Tu vas avoir ce qui va te permettre de lisser le risque, c'est la durée aussi. Donc c'est forcément. Quand je dis, excuse-moi, quand je disais privé, je parlais de l'argent que j'ai dans mes poches là, ici et maintenant. Parce que, ok, je fais un investissement, un deuxième, je trouve j'ai une épargne pour pallier à si ces investissements-là fonctionnent pas. Mais moi, je voulais m'acheter mon virus là ce week-end. Là, avec ce que tu me dis, je peux plus l'acheter là. J'ai trop d'argent qui part un peu partout. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut juste accepter ou c'est juste en fonction du tempérament de la personne, on fait les choses différemment? Le tempérament fait qu'on fait les choses différemment. T'as des joueurs qui sont prêts à prendre beaucoup plus de risques, qui sont à l'aise avec ça, parce que forcément, plus tu risques, plus tu as du potentiel de gain, plus tu as un potentiel de perte aussi. Sur ton exemple, je vais pouvoir te dire, John, on fait ça, ok, on met ça en place. Ton virus, tu l'auras peut-être pas ce week-end. Par contre, dans quelques temps, tu pourras en avoir deux. T'en auras pas qu'un seul. On fait en sorte que ça se passe bien. Aujourd'hui, pour que tu aies un exemple pareil, chiffré, sur 10 ans, on va prendre une moyenne de 10 ans, tu places 1 million sans prendre trop de risques, vraiment sur un rendement à 8%. 8% par an sur 10 ans, ça te fait 2 millions à la fin. T'as placé 1, tu te retrouves avec 2. T'as doublé ton capital de départ. Je ressors avec 2 ou je ressors avec 3? Si tu prends pas de risque, tu ressors avec 2. Ok. T'as gagné 1 de plus. T'as fait x2. T'as doublé ta vie. Sur 10 ans. Sur 10 ans. Et ça, c'est en étant tranquille. Après, mais du coup, faut dis, quand même que dans la démarche, faut que je sois prêt à le mettre maintenant et il faut que je sois prêt à pas y toucher pendant les 10 ans. Après, tout est faisable. Tu peux très bien dire, moi, je veux toucher avant 10 ans. Et par contre, je veux pas du 8, je veux du 16, je veux du 20, je veux du 20. Ok, on va dynamiser ça. On va aller chercher beaucoup plus. On va prendre plus de risques. On va faire une passe qui est plus risquée. Bon, si elle est interceptée, on va peut-être prendre un compte. On sait les risques qu'il y a. Ouais. Tu veux gagner plus vite, tu veux tuer le match. Ok. On fait en sorte, en tout cas, de tout faire pour que ça se passe bien. Mais la gestion de patrimoine, faut y faire attention. Et c'est là où, malheureusement, et je pense que c'est pour ça fait partie des mauvaises décisions financières, c'est que l'appât du gain, des fois, est trop important. Donc, faut se méfier quand même des propositions. Dis, John, je t'assure que tu vas gagner 20% par mois et je te garantis ton capital à la fin, plus les 20% par mois, tous les mois, sur une somme illimitée. Pareil. Ça va peut-être arriver une fois, ça va bien se passer, tu vas te dire, j'avais mis sur mes 2 millions, j'avais mis 100 000, j'étais prêt à les perdre. Finalement, j'ai fait du x3 sur ça, du x4 ou du x5. Je recommence, mais je recommence pas sur 100 000, je recommence sur 1 million. Oui. Et ça va bien se passer à nouveau. Mais le risque, attention, ce que je te disais, le risque, il est toujours là. On a beau te dire que non, il est toujours là. Sinon, tout le monde serait milliardaire. Oui. Pas possible. Et tu vas te dire, ok, sur le million que tu places, tu refais à nouveau x4 ou x5, tu vas encore plus loin.
Je dis, mais en fait, c'est trop facile. Et tu sais quoi? Tout ce que j'ai gagné, mes 2 millions de départ, plus tout ce que j'ai gagné, je remets tout parce que à chaque fois, il fait x4, x5. Et là, bah, pas de chance. Ça fonctionne pas. Bon, bah, tu te retrouves sans rien. Donc c'est pour ça, la gestion de patrimoine, c'est pas du loto. Ça se développe. Et après, bah, le but, c'est forcément d'aller quand même le plus vite possible, mais en ayant le moins de risques possible et en évitant les sorties de route. Et après, pareil, tu joues avec les règles du jeu. Quand tu sais que c'est risqué, même si tu peux faire du x4, du x5, ok. Mais ce que tu mets dessus, t'es prêt à dire, si jamais ça se passe mal, je reste quand même dans de bonnes conditions. Ok. Est-ce que tu arriverais me faire la liste des investissements les plus communs, on va dire, pour des clients à toi ou ouais. Ouais, c'est facile. Immobilier avec du crédit ou pas, crédit en banque. Et après, placement financier, type ça va parler à tout le monde, assurance vie, épargne retraite pour préparer aussi l'après-carrière, la reconversion, en plus de ce qu'il peut y avoir sur le pécule ou autre. Ça, c'est que du plus. Il faut pas compter dessus, même si c'est un beau plus, mais faut mettre ces actions en place. Donc ça va être de suite, ça va être les choses qu'on peut mettre en place très rapidement. Ça Et c'est la base selon toi? ouais, Ok. ça va avoir la base et immobilière et la base financière. Et le but, c'est de jongler sur les deux. D'avoir, éventuellement, quand tu achètes de l'immobilier et que tu as une plus-value, tu peux revendre, tu peux faire du financier. Sur le financier, tu vas pouvoir faire travailler ton argent. Le financier t'aide aussi à développer l'immobilier. Et du coup, tu vas avoir un effet boule de neige. Et là, tu vas rentrer non pas dans un cercle vicieux, mais dans un cercle vertueux où plus tu vas faire de bonnes opérations, plus tu vas pouvoir faire de grosses opérations, plus tu vas pouvoir prendre de risques en acceptant ces risques-là aussi. Pareil, même principe que sur le terrain. Tu gagnes ton premier duel, le match derrière, il se passe mieux. Hmm. T'es plus en confiance, tu sais comment ça va se passer, tu sais qui tu as en face, tu sais comment ça va jouer. Ton match, il est lancé. Si par contre, dès le premier duel, tu perds ton duel et en plus tu te fais manger, tes 90 minutes, voire tes 95, elles vont être plus longues. Ouais, ouais, c'est clair. Le patrimoine, c'est pareil. Il faut, il faut le développer et il faut le faire intelligemment. Et il faut réussir de suite. Donc il y a une base qui pour moi est assez simple à mettre en place. Pareil, il faut être bien accompagné, mais un coup sûr. Faut faire un homme run. Et ces éléments-là, dès le début, pour toi, dès mon premier contrat pro, je peux déjà commencer à mettre des jetons sur ces différents véhicules-là. Et même, je t'encouragerais à le faire. En tout cas, moi, je dirais, il faut qu'on y travaille. Faut qu'on y travaille. La partie financière est la première pour avoir une base saine. Et au moins, tu sais que ça, déjà, tu le développes de suite. Et en fonction de tes revenus, en fonction de ce que tu gagnes, tu vas pouvoir de suite passer au cran supérieur, mettre en place de l'immobilier, de l'investissement, éventuellement de la défisque, des choses comme ça, l'optimisation des sociétés. Mais il faut que tu aies une base saine sur ta pyramide et une base solide pour que tu puisses ensuite monter et continuer à développer les autres aspects. Mais de toute façon, avant d'aller au deuxième étage, il faut que tu passes par le rez-de-chaussée, par le premier. Donc, Ouais. donc plus tôt tu t'y prends, mieux c'est. Parce que plus tu vas avoir de temps, plus tu vas pouvoir gagner. Hmm. Je suis un joueur, allez, je gagne 1 million à l'année. Ça fait un beau chiffre rond. Comment ma tarte, elle devrait être divisée entre dépenses courantes, épargne, investissement? Je pense que ça doit varier pour chaque personne en fonction du tempérament, etc. Mais si on essaye de donner une règle qui a plus ou moins de sens pour la plupart du monde. Et peut-être même qu'on peut laisser de côté les 1 million, ça peut être des pourcentages qui se répercutent à tous les niveaux. Mais le même pourcentage qui est pertinent pour 1 000 euros, ce serait le même pour 10 000 euros, ce serait le même pour 1 million, mais je donnais 1 million pour, c'est un chiffre plus gros, plus facile à calculer. Mais ouais, comment un peu cette tarte, elle devrait se diviser? Pour que quelqu'un qui écoute là, peut-être puisse se dire, bah écoute, moi j'ai zéro d'épargne, zéro d'investissement, peut-être que je suis pas dans le vrai pour l'instant. Tu vois. Ou je suis à 80% d'investissement, 20% pour mes dépenses courantes, 0% d'épargne, ouais, je suis à un autre extrême, mais je suis toujours pas dans le vrai. Si tu es à zéro d'investissement et zéro d'épargne,
t'es pas dans le vrai. Hmm. Ça, déjà, Ouais, si t'es à 100% dépenses courantes, après, l'écart se creuse et l'exemple sur cet exemple, c'est un peu faussé. Si tu gagnes 1 000 € par mois et si tu gagnes 1 million par mois, ça va être évidemment. compliqué. En effet, ton budget épargne investissement, ça va être délicat à 1 000 € aujourd'hui de vivre. Ça part très vite. Hmm. Donc, 1 million, t'as un peu plus de marge. Et sur 1 million, tu as un problème que tu n'as pas à 1 000 €, c'est les impôts, Ouais, c'est toute cette partie-là. Et donc ça, pour le coup, il faut qu'en effet une bonne partie, voire une majorité de ton salaire soit fait pour de l'épargne, pour l'investissement. Et sur tes charges courantes, tes dépenses courantes, faut essayer, il faut vivre. T'es pas là quand tu pars en vacances, quand t'as que 3 semaines de vacances et en plus dans tes 3 semaines de vacances ou un mois de vacances, tous les joueurs reprennent 15 jours avant avec un prépa, hein, pour faire une pré-prépa, pour Mhm. arriver déjà en forme au club. Donc déjà, sur les 15 jours de vraies vacances que tu as, si tu peux pas déconnecter et recharger les batteries, Ouais, c'est clair. c'est pas le but non plus. Le but, c'est que ce que tu mets en place et ce qu'on va mettre en place ensemble, c'est que ce soit pas un frein pour toi et c'est que ce soit pas une charge. Donc, mais par contre, tu sais pourquoi on le met en place. Pareil, c'est que une fois que tu seras en vacances continues, tu auras dit, c'est bon, je raccroche, j'ai gagné, euh, j'ai gagné 1 million pendant 15 ans. C'est de dire, OK, 1 million pendant 15 ans, il y en a pas, les 3 quarts qui sont partis aux impôts. J'en ai pas perdu, perdu 10% de plus. Et sur les 15% qui restent, donc les 3 quarts, les 75% plus les 10 que tu as perdu, ouais, que t'es tout dépensé. Tu dis, OK, en fait, je suis obligé de trouver quelque chose de suite et j'ai pas de quoi me retourner et je ne sais pas ce que je vais faire parce qu'en plus de ça, pendant 15 ans, ma carrière, c'était que le foot. Ouais. Donc après, ça dépend vraiment pareil des profils et de ce que tu peux gagner, mais même chose, de ce que tu peux gagner aujourd'hui, ça peut ne pas être le cas l'année prochaine, la Ouais. saison prochaine, ou dans 3 ou dans 4 ou dans 5 saisons. Et du coup, Donc, même en pourcentage, ça arrive à me donner une fourchette de ce qui est raisonnable de mettre sur dans son budget sur de l'investissement versus de l'épargne versus euh, dépenses courantes. Donc manger moi, et je me pense faire que plaisir. tu dois être sur ces montants-là, tu dois être minimum vraiment entre la moitié et les 3 quarts sur de l'épargne investissement. Ce Hmm. que je dis épargne investissement, c'est vraiment absolument tous les univers d'investissement financier classique qu'on peut connaître, un petit peu plus exotique, avec plus de prise de risque, de l'immobilier en France ou à l'étranger, de l'immobilier atypique, des investissements un petit peu atypiques aussi. Mais tu dois avoir vraiment je pense, ce schéma-là. Et après, avec ce schéma-là, en fonction de où tu en es dans ta carrière, en fonction de ce que tu as pu mettre en place, et en fonction des bases que tu vas avoir sur tes pyramides, entre ton rez-de-chaussée, ton premier étage, ton deuxième étage, plus tu vas monter, plus tu vas pouvoir bouger les curseurs. Aujourd'hui, une jeune, tu me dis, j'ai 1 million, c'est mon premier million, je suis pas sûr de le gagner, tout ça, gagner autant sur les années qui suivent, je veux qu'on sécurise, ok, on sécurise. La saison prochaine, tu reviens me voir, tu me dis, en fait, c'est bon, je sais que pour les 3 prochaines saisons, je vais avoir à nouveau 1 million. Qu'est-ce qu'on fait? On a déjà sécurisé 1 million. Le but, c'est pas non plus. Alors, sauf aussi si là aussi, c'est pour ça, ça dépend des tempéraments. Sauf si tu me dis, moi, je veux qu'on sécurise tous les ans le maximum. Mais après, moi, au bout d'un moment, mon rôle, c'est de dire, non, là, on peut prendre plus de risques. Hmm. On peut aller chercher beaucoup plus. On a déjà mis 1 million au frais, 2 ou 3. On va continuer peut-être à mettre encore un petit peu plus au frais, mais on peut aller chercher beaucoup plus et on va chercher des coefficients multiplicateurs qui vont être beaucoup plus importants et où là, on va Ok. potentiellement gagner beaucoup plus. Et si pour une raison ou une autre, ça se passe moins bien que prévu, il y a ce qu'on a mis au fric qui est là. Hmm. Mais je pense déjà que tu dois avoir ce pourcentage-là qui est assez important. Et tu vas peut-être me dire, Benoît, moi, les joueurs qui me parlent, ils me disent, c'est trop, ils veulent profiter. OK. Mais encore une fois, la durée moyenne d'une carrière, c'est 8 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu fais après si t'as pas fait tout ça avant? À l'inverse, est-ce que c'est possible de vraiment vivre de mes investissements après? Parce que je pense que c'est ce qui fait peur aussi des fois à certains joueurs, c'est de se dire, tu me demandes de me priver maintenant, mais ce que je vais faire là,
va peut-être même pas me permettre de kiffer après. Donc au final, autant kiffer maintenant et tout de suite, et puis je verrai plus tard. Mais est-ce que en préparant bien les choses, une fois que la carrière se termine, le joueur peut vraiment vivre de ses investissements? Genre, dans quelle situation, s'il fait bien les choses, dans quelle situation il arrive à la fin de sa carrière? Il arrive en ayant le choix d'où il veut vivre, de comment il veut vivre, et d'avoir un travail ou pas après. Donc oui, c'est possible. Hum. Quand quand t'es sur ces montants-là, sur ces sphères-là, c'est largement possible, facilement possible. Et Et quand c'est faisable. tu dis largement possible, facilement possible, c'est faisable, pour quel niveau? Peut-être aussi, encore une fois, qu'on essaie de remettre les attentes, parce que là, moi, j'ai une bêtise, mais je suis un joueur de N2 qui touche 1005 par mois. Je me retrouve là avec, il y a à côté de moi un mec de Ligue 2 qui touche 25 000 par mois. Bah, le mec qui touche 25 000, il écoute ça et il se dit, ah ouais, c'est possible, c'est faisable. Bah, c'est quoi, je vais le faire. Et puis le mec qui touche 1005, il se dit, ah ouais, c'est possible, c'est faisable. Bah, moi aussi, je vais le faire. Est-ce que c'est le cas pour quelqu'un qui a un statut un peu plus modeste? Là, on parle vraiment sur du bas N2. Je pense que le plus bas, c'est le profil le plus modeste qui sera probablement avec nous. Est-ce que pour ce joueur-là, c'est possible aussi de se préparer de manière à avoir la vie dont tu me parles là après, ou faut voir la réalité en face et se dire bon, toi probablement que tu devras garder un job après, mais tu auras plus de flexibilité que tu penses. C'est plus difficile, en effet, avec un salaire à 1005, de pouvoir t'arrêter à 35. Mhm. Même quand tu commences à 18 ou 19. C'est sûr. Parce que tu n'as pas cet effet de boule de neige, tu peux pas peser assez fort à des moments. À 25 ans, quand tu as gagné déjà 5 ou 6 millions, que tu es en N2, tu as 1005 et que tu es toujours assez revenu à 25-26, c'est plus difficile. Mais pareil, le but, c'est que tu puisses avoir le choix au moment où ça s'arrête. Donc, les investissements que tu fais pas ou que tu peux faire justement avec 1005, de toute façon, ton rythme de vie, tu vas avoir 1005 pendant que tu es en M2. Quand ça va s'arrêter à 35 ans, tu vas pas me dire, bah, Benoît, moi, je veux m'arrêter et puis je veux toucher 10 000 tous les mois. Je Ouais. dis, bah, moi aussi. Mais Ouais. non. Ouais. Donc après, si t'es cohérent sur les attentes que tu as par rapport à ce que tu mets en place, c'est plus, bien sûr que c'est plus difficile. Mais le but, c'est là aussi, c'est d'avoir le choix. C'est de dire, OK, la carrière que j'ai eue pendant 15 ans, puis c'est ce que je dis à tous les joueurs que j'ai, surtout en plus, même que ce soit M2 national ou bien au-dessus. Tony Parker en parle très bien. Profite de ta carrière et du réseau que tu as. Quand tu es en carrière, quand tu joues, tu as des sollicitations. Tu rencontres des chefs d'entreprise, tu rencontres des sponsors, tu rencontres des investisseurs, des conseillers en gestion de patrimoine, des agents, tu côtoies peut-être des travails que tu n'avais jamais imaginés. Profite de ce réseau parce que c'est vraiment une mine d'or aussi. Tu rencontres des personnes dans des endroits qui sont ouvertes à te parler et peut-être même un jour à te recruter. Tu vois, Tony Parker, quand il était encore aux Spurs avant qu'il soit à la retraite, ce qu'il disait, il disait, moi, je faisais en sorte, évidemment, il avait le statut qu'il avait, il disait, je faisais en sorte de rencontrer le maximum d'entrepreneurs et de gros chefs d'entreprise pour savoir comment ils ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont mis en place et tout ce qu'il peut y avoir comme potentiel derrière. Que tu sois en M2 ou que tu sois bien au-dessus, des chefs d'entreprise, tu en as, tu le sais. Dans tous les clubs de ce niveau-là, quels que soient les niveaux, tu as des investisseurs et tu as des possibilités et des opportunités. Faut s'ouvrir à ça aussi. Ça fait partie de l'intelligence et de l'intelligence émotionnelle que tu peux avoir sur le terrain, tu peux avoir en dehors. Et puis ça peut déboucher, là, comme vu que c'est le thème, ça peut déboucher sur des opportunités d'investissement, des opportunités entrepreneuriales. Euh, une question que j'avais pour toi dans ce sens-là, est-ce qu'un gestionnaire de patrimoine, est-ce que toi, tu es en mesure de m'aider sur un projet pro ou sur un projet entrepreneurial à l'écart du foot? Est-ce que ça fait partie des choses que tu fais? Oui. Pareil, mais, je suis numéro 10, donc le plus complet possible. Ça veut pas dire que je vais tout faire. Ça veut aussi dire que je vais m'entourer des bonnes personnes. Il y a des sociétés qui
sont experts pour le coup là-dessus, sur la reconversion, qui ont des accords avec des organismes très spécifiques de formation ou autres, qui ont des emplois du temps aménagés. Et moi, le but, c'est de te dire aussi ce qui est viable financièrement, comment ça peut se passer. Si jamais tu crées une entreprise, ben, sous quel statut il faut le faire, quelle forme d'entreprise il faut faire, qu'est-ce que tu vas avoir derrière, quels impacts ça va avoir, les avantages, les inconvénients, la protection que ça peut te donner éventuellement. Est-ce qu'il faut, qui dit société dit expert comptable, mais est-ce que tu connais un expert comptable? Est-ce que tu as quelqu'un de proche? Est-ce que tu peux solliciter quelqu'un? Ou est-ce qu'il faut que moi je discute avec les bons partenaires pour t'apporter quelqu'un de compétent aussi dans ce domaine-là? Parce que moi je suis pas expert comptable, donc c'est pas de la comptabilité pure et dure. Je vais pouvoir t'aider sur le pilotage de l'entreprise, sur la gestion, sur la fiscalité, sur l'optimisation de la trésorerie, sur le placement, sur la transmission, sur toute cette partie-là. Pour autant, la comptabilité, c'est quelqu'un d'autre. Donc après, Hmm. le but, c'est de mettre tout ça en musique et d'avoir la bonne équipe pour inventer le championnat. Donc je vais pouvoir t'aider, je vais pouvoir t'aider sur le début de ta carrière, tout ce que tu vas mettre en place, les choix que tu vas pouvoir faire. Là aussi, en te disant s'ils sont bons ou moins bons, les avantages, les inconvénients. Tout le long de ta carrière, moi, la casquette que j'ai en tant que gestionnaire de patrimoine, c'est que je suis là. Alors, sauf si tu me dis, Benoît, dans 10 ans, je veux plus te voir. Ouais. Auquel cas, bon, bah, je dirais John, je te serrerai la main avec plaisir. Je te dis, on a passé 10 belles années, on a pris du plaisir et je comprends si tu veux faire, si tu veux voir quelqu'un d'autre et si tu veux passer sur autre chose. Mais même quand ta carrière s'arrête, moi, je suis encore là. Parce que la gestion de patrimoine, elle s'arrête pas à ta fin de Hmm. carrière. Même, des fois, c'est peut-être même un nouveau départ et c'est une nouvelle page. Donc, c'est même peut-être qu'un début au final. Et il peut y avoir beaucoup plus de choses finalement à gérer parce que ce que tu vas avoir vu pendant ta carrière va te donner envie de faire après. Et typiquement, t'as plein de joueurs qui deviennent des investisseurs. Tu l'as vu. Alors, pareil, on peut parler des émissions qu'on voit un petit peu à droite à gauche sur qui veut être mon associé. T'as Blaise Matuidi qui y est passé. T'as plein de joueurs qui sont des footballeurs investisseurs, des footballeurs entrepreneurs. Ouais. Et je pense que la mentalité que tu as en étant sportif professionnel fait quand même que tu as une mentalité à être un entrepreneur. Parce qu'un sportif professionnel, il entreprend. Sur le terrain, tu prends des décisions, tu entreprends. Tu suis libre. Tu peux pas être là pour subir le match, pas assez de voilà. Donc ce que tu fais sur le terrain, généralement dans ton caractère, ça se retrouve et tu fais aussi en dehors. Est-ce que euh, on a beaucoup parlé des bienfaits qu'il y avait après la carrière? Pardon. Peut-être. Là où je pense que beaucoup de joueurs ont de la difficulté, c'est que c'est dur de se projeter sur l'après et qu'on a envie d'avoir de la satisfaction ici et maintenant. C'est aussi notre métier. C'est bien le foot, mais ça reste aussi, à la base, c'est un plaisir avant d'être un métier. Et bah, quand tu fais quelque chose de plaisant, bah, t'as ton petit shot de dopamine qui est constant quand t'es sur le terrain. Est-ce que d'avoir les épaules solides financièrement, ça permet ça a des bienfaits sur la carrière concrètement ici et maintenant? Oui. Lesquels? La sérénité et la tranquillité. Je vais prendre l'exemple, un exemple parlant de cette saison. Donc, je donnerai pas de nom non plus, mais d'un joueur, tu vois, on s'est rencontrés sur recommandation. Je travaille pour l'instant que exclusivement sur recommandation. Donc, on s'est rencontrés un petit peu sur le tard. Il avait un peu moins de 30 ans quand on s'est rencontrés. Il avait rien mis en place. Et je lui avais posé la question. Je dis, mais pourquoi? Il dit, bah, j'ai profité un peu et j'ai jamais rencontré la bonne personne pour vraiment passer le cap. Ça, le feeling est passé, on a travaillé ensemble, on a mis beaucoup de choses en place en peu de temps. Il était à un moment de sa carrière où ça se passait très bien et tout était ok. On a mis beaucoup de choses en place. On essaye de rattraper au maximum ce qu'il n'avait pas mis en place avant. Mhm. Et là, cette saison, ça se passe moins bien dans son club. Bon, psychologiquement plus dur sur le terrain, mais il avait la tranquillité de dire ok, ça se passe peut-être moins bien, mais j'ai fait des trucs à côté, j'ai fait des choses qui me plaisent. J'ai investi, il s'intéresse sur autre chose et il y a quand même une bulle d'air et t'es plus serein sur la partie financière parce que tu as déjà mis des choses en place
où tu sais que ça se passe bien. Donc Mm. déjà, t'as pas ce souci-là. T'as pas ce souci de dire, ça se passe moins bien sur le terrain, je joue pas, je suis mis de côté, j'arrive potentiellement en fin de contrat, et en plus je joue pas, et financièrement, j'ai la pression de suite d'avoir un contrat. J'ai pas de Ouais. plus un, j'ai pas de plus deux, et j'ai rien mis en place à côté. Ça te met la pression, tu vas aux entraînements avec une autre pression, tu te dis, ah, faut Ouais. que ça se passe différemment. Donc il y a ça, déjà. Et comme je te disais tout à l'heure, le sport professionnel, c'est beaucoup, ça se passe beaucoup dans la tête. Et la partie mentale, quand t'es, bien sûr, quand tu bosses fort sur le terrain, à la salle, que tu mets tout en place, ton hygiène de vie, que tu as le bon kiné, le bon conseiller, le bon prépa, que ça se passe bien avec le coach. En fait, tout ça, c'est que tu arrives sur le terrain, à l'entraînement ou en match, t'es sûr de toi, t'es sûr de tout ce que tu as mis en place. Si, encore une fois, t'as beau dire que non, ça n'existe pas parce que quand t'es sur le terrain, t'es sur le terrain, t'es focus, t'as le travail. C'est impossible. Mentalement, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une charge, une petite charge qui fait que au niveau, ça fait la différence. C'est que si jamais tu te dis, si je loupe là, peut-être que je vais aller sur le banc et je peux pas être sur le banc parce que financièrement, c'est Mm. pas mis en place. Enfin, tu vois, et, enfin, je pense que les joueurs à ce niveau en parlent mieux que moi, mais quand tu es sur ces niveaux-là, tu cogites très vite. Et quand tu commences à cogiter, ça s'arrête pas. Et Ouais. quand ça s'arrête pas, ça se ressent sur le terrain. Ouais, c'est jamais bon. C'est jamais une bonne chose. Non, mais ça me parle sur ce que tu dis là, sur la sérénité qui est importante. Euh, J'avais des questions sur la protection que les joueurs ont. Je sais pas si à quel point c'est dans ton domaine, à quel point c'est pertinent. Euh, mais la première question qu'on m'avait posée, c'était quel type d'assurance ou de protection sont essentiels pour un joueur de foot. Ouais, là, pareil, c'est super important. Au même titre qu'un chirurgien va assurer ses mains, parce que c'est son travail, un footballeur va assurer son corps aussi, parce que c'est son travail. Et quand tu gagnes 1 million par mois, tu prends pas la même assurance que quand tu gagnes 1500. Mais t'en as besoin, parce que je trouve du bois, mais qu'il arrive rien à personne, mais tu ne sais pas, tu sais pas ce qui peut se passer. Sans que tu fasses de folie, tu prends la voiture tous les jours, tu vas au stade tous les jours. Ouais, tu sais pas qui peut te couper la route, tu sais pas ce qui Ouais, peut se passer. Les ligaments croisés arrivent à beaucoup de, c'est la maladie du footballeur, ça, la pubalgie. Quand tu es sur le côté pendant X temps, si t'as pas de prévoyance et si t'as pas prévu une compensation de salaire, et en tout cas tes revenus, si jamais tu fais des investissements à la hauteur de tes revenus aujourd'hui, 1 million par mois, et que demain tu te retrouves pour une raison ou une autre sans ces 1 million par mois, et que t'as pas d'assurance qui comble le fait que tu puisses plus les avoir, tu peux te retrouver en difficulté. Donc ça, c'est pareil. Il faut, super important, faut absolument le prévoir. Ouais, ouais. Ah oui, c'est ça, c'est la prévoyance. Et donc sur la partie prévoyance, tu vas avoir cette prise en charge. C'est-à-dire que si tu gagnes tant par mois, en fonction de ce qui t'arrive, tu peux avoir un capital qui va t'indemniser sur le fait que tu puisses plus pratiquer. Donc, si tu gagnes 10 000 par mois, tu vas prendre un capital qui correspond. Tu peux t'assurer pour 1 million, mais forcément, tu vas avoir une cotisation qui est en face, tu vas payer une assurance. Donc, tu vas payer pour quelque chose qui, bon, c'est pas cohérent par rapport à tes revenus. Et pour autant, en fonction de tes revenus, tu t'assures un capital si t'arrive quoi que ce soit. Si tu peux plus pratiquer, si tu te blesses, si tu as un arrêt de travail. Et à ce moment-là, ça te permet, pareil, aussi quand même d'être plus serein sur ta pratique quotidienne. Mais ça, c'est super important. Faut vraiment en avoir conscience aussi. Et je dédramatise. Et le but, c'est et de désacraliser la partie gestion de patrimoine et de le rendre accessible, de casser un peu les codes. Mais aussi cette partie-là, la prévoyance, quand des fois on en parle, quand on parle de protection, de transmission, ça provoque pas la blessure d'en parler. Au contraire, c'est le fait de, au moins, on élimine cette charge. Voilà.
on n'en parle plus. Et c'est la seule fois où tu m'entendras dire et où je dis aux joueurs que j'accompagne, j'espère que ce que tu mets dessus, ça sera à perte, à 100%. C'est très clairement, ça veut dire que tu n'en as pas eu besoin et que ça se passe bien. Du coup. Je pense que c'est ça, ça va être ça c'est plutôt ça le plus dur, c'est de savoir, c'est de passer le cap et de dire ok je le fais. Mais faut rencontrer la personne qui te donne envie de le faire aussi. Et et encore une fois, faut passer ce cap-là de dire ma carrière elle est pas éternelle. Mais après ce que je comprends quand je discute avec un joueur et c'est il commence à y en avoir là aussi même exemple. Je parlerai de lui, j'en étais sûr, tu vois, sur cet échange, un joueur qui a la vingtaine, qui on parle déjà depuis 6 mois, mais qui avait moins de 20 ans, je crois même à ce moment-là. Il a signé son contrat pro, son premier contrat pro là, mais on parle déjà d'après, on parle de holding, on parle de SCI, on parle déjà de premiers investissements, mais c'est trop rare. Mais il a conscience, pardon, que sa carrière va pas durer 30 ans, 35 ans. Donc il sait déjà qu'il veut profiter du football pour, pour bien vivre et pour profiter. Et pas mettre ça la saison d'après. Parce que la saison d'après, à 19 ans, et que tu dis, tu ouvres les yeux, t'en as 29, ça reste jeune, il n'y a aucun souci. C'est pas ce que tu fais à 29, tu peux pas faire la même chose quand on a 19. Donc ça va être ça, c'est de prendre conscience qu'il faut passer le cap. Et, euh, et pas de se dire, je dirai plus tard. Je préfère mettre mon argent. Ce mois-ci, on a gagné les 4 matchs. Il y a la dernière collection Vuitton qui sort, Dior et Prada. Ça, t'as les 3 marques, t'es pas embêté. Euh, il y a la dernière collection qui sort. Je mets mon salaire dessus et on verra plus tard. Et là, déjà, on disait au début, les 50 à 60% de footballeurs qui, après leur carrière, se retrouvent ruinés. C'est parce que à 19 ou 20 ans, tu prends cette décision, tu prends ce réflexe de dire je verrai plus tard, de dépenser ce que tu gagnes parce que tu l'as mérité aussi, mais du coup, tu prévois pas plus tard. Tu dis que t'as le temps. Et sauf que tu gardes cette habitude. Ces habitudes que t'as là, elles sont dures à corriger. Et difficilement rattrapables. Et t'as plein de joueurs qui se posent la question, malheureusement, au mauvais moment. C'est quand ça se passe moins bien et qu'il n'y a plus les revenus, c'est de dire, ah ok, mais si j'ai plus ces revenus, ou si j'ai plus le foot, même si c'est dans 5, 6, 7, 10 ans, bah, comment je fais? Il faut que je mette quelque chose en place. Ouais, mais quand tu es en difficulté, si t'as pas déjà mis quelque chose en place, là, à ce moment-là, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment sur les premières de chute, dès les premiers euros que tu gagnes, il faut avoir les bons réflexes. Que ce soit sur 10, 15, 20 euros, 50 euros, peu importe, comme je te disais, que tu aies les bons réflexes à 50 euros, ou que tu les aies à 5 millions, tu les auras. Et en effet, le curseur, tu peux l'ajuster. Et on a des discussions pareilles de vestiaire, où tu des joueurs qui me disent, moi, Benoît, ce mois-ci, c'est pas même pas. Je vais avoir un beau mois. En plus, le président, il a doublé, il a triplé. Donc, on est allé loin. Je parle pas. Ce mois-ci, on parle pas de ça. Il n'y a pas de problème. Même si tu as déjà fait l'effort pendant 10 ou 11 mois, il n'y a pas de sujet. Tu peux te faire plaisir. C'est normal aussi. Faut trouver le bon équilibre. Totalement. Et en plus de ça, plus tu commences tôt,
plus ton effort, il est, il est faible, il est facile. Si tu veux avoir, je vais plus sur l'exemple, mais si tu veux avoir 10 000 euros de revenus mensuels pour ton après-carrière et que tu as 15 ans de carrière, si tu commences dès ton premier mois de carrière, tu as 15 ans pour mettre ça en place. Si tu commences les 2, 3 dernières années, tu vas avoir 12 ans, 13 ans à rattraper. Ton effort, il va être presque surhumain. Si je te rencontre à ce moment-là, tu me dis ça, et tu me dis, bah, ce que j'ai pas mis en place pendant 13 ans, mais là, je vais te dire, bah, John, tu dépenses plus 1 euro. Mais donc, tu vois, tu vas avoir sur 2, 3 ans, tu vas devoir rattraper ce que t'as pas mis avant en place. Donc, tu vas avoir un effort minime si tu le fais plus tôt. Et du coup, tu pourras même plus profiter pendant ta carrière parce que tu as commencé plus tôt. Donc, même si tu gagnes plus, si tu veux augmenter ton épargne et ta protection, tu peux. Mais même si tu veux rester sur le même rythme et tu sais que ce rythme-là, c'est ton rythme de croisière et c'est ce qu'il te faudra pour après. Quand tu as commencé tôt, tu as besoin de moins mettre tous les mois ou tu as besoin de faire moins d'efforts que si tu commençais au dernier moment. Totalement. Ouais. Tu as tellement de variables que, en effet, c'est impossible d'y répondre. Mais le scénario que tout colle, ça va être d'avoir un pilote qui est aux commandes tout le temps. Là, tu peux pas dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, une saison, je laisse passer. Donc, de l'épargne régulière de côté. L'investissement, tu faut aller lever le plus de dettes, de crédits immobiliers, d'investissement, de bonnes opérations, forcément des bonnes opérations. C'est ce qui te permettra à un moment donné de prendre, comme l'exemple de tout à l'heure, de prendre de la vitesse et d'avoir un effet boule de neige. C'est que plus tu vas être lancé, plus tu vas faire de bonnes opérations, plus tu vas grossir, plus tu vas grossir, plus tu vas pouvoir faire de grosses opérations et plus tu vas. Euh, Non, du tout, du tout. Non, parce que tu vois, alors pour du vraiment du 10 000 euros, en effet, je pourrais pas te donner de montant comme ça, mais sur des opérations, on a fait des opérations avec des joueurs de N2, on a fait du 80 000, on a fait 80, 90 000 de crédit, d'investissement immobilier, tu fais du locatif. Si tu fais les choses bien et que tu es bien conseillé, que tu t'y intéresses, tu fais du locatif dans des endroits où tu vas faire un peu de travaux, où tu vas avoir une belle plus-value. Tes 80, 90 vont te donner 120, 130. Tes 120, 130, tu vas pouvoir refaire un projet. En plus de ça, ce que tu as mis de côté, ben, tu commences à avoir aussi un petit peu plus d'épargne. Tes 120, 130, tu refais une bonne opération, ils vont peut-être te donner 180, 190. Tu vas pouvoir faire 2, 3 opérations de plus. Et en fait, le fait comme ça de construire ton patrimoine, c'est pas un ticket loto gagnant, sauf si tu trouves la pépite au coin de la rue et ça va être un miracle. Et sinon, c'est plutôt comme ça, c'est que tu vas construire petit à petit et c'est pour ça que ça prend plus de temps aussi. C'est pour ça que plus tu t'y prends tôt, plus tu as de chances d'arriver à ce, à cet objectif-là. Ouais, c'est atteignable. C'est atteignable. Encore une fois, comme je te dis, un joueur de N2 qui est à 1005, on va pas aller chercher un rendement, enfin, on va pas aller chercher une rente à vie de 10 000 euros, encore une fois, sauf variables qui rentrent en ligne de compte. Et des variables importantes, tu peux faire des opérations à plusieurs, tu peux avoir des amis qui peuvent te permettre aussi, des fois, créer des sociétés, faire des projets à plusieurs et de faire des opérations plus grosses. Qui dit les opérations plus grosses dit un potentiel aussi plus important. Donc, c'est possible.
Il faut profiter du réseau, encore une fois, de toutes les rencontres qu'il y a. C'est toujours une affaire de personnes. Dans nos métiers, le football, la gestion de patrimoine, les agents, les kinés, les prépas. Bien sûr qu'il y a de la compétence. Ça, c'est sûr et certain. Heureusement d'ailleurs. Mais c'est aussi et avant tout une affaire de personne et de feeling aussi. Quand tu rencontres les bonnes personnes, tu peux aller beaucoup plus loin. Pareil. Même exemple que sur le terrain. T'as beaucoup de joueurs qui vont dire, moi, ma carrière a basculé du bon côté parce qu'il m'a donné ma chance, parce que c'est une affaire de personne. Au bon endroit, au bon moment. Il m'appelle. Non, plus sérieusement, il faut qu'il passe un autre cap. Faut qu'il cherche du conseil. Et en effet, blague à part, peu importe la personne, mais il faut qu'il trouve quelqu'un qui va pouvoir l'accompagner, qui va pouvoir l'aider dans ce process et dans le aller plus loin. En effet, la mise en place d'une épargne, s'il a déjà eu un bon réflexe, mais ça suffira pas. Ça suffira pas, en tout cas, si son objectif, c'est d'avoir à un moment donné des revenus, des loyers, des rentes, faut aller plus loin. Un livret, ça suffira pas. Donc, faut passer les caps. Faut rencontrer là aussi, faut solliciter les bonnes personnes. Faut chercher, faut discuter. Les agents immobiliers, les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers éventuellement. Et ça dépend de chacun. Mais faut aller plus loin. Faut s'entourer. Ouais. Que par recommandation, donc les joueurs se passent mon numéro dans les vestiaires, mais aussi beaucoup sur Instagram. J'ai un site internet qui est dispo, mais plutôt sur les réseaux sociaux, super important parce que ça m'a fait remonter il y a pas longtemps. Pas TikTok, pas Facebook et pas Snap. Donc si jamais vous vous trouvez sur ces réseaux-là, c'est pas moi. Si t'as placé avec cette personne, je suis désolé, John. C'est perdu. En tout cas, c'est pas chez moi. Mais là, plutôt sur Insta. Et sur Insta, de toute façon, il y a le lien sur mon site. Il y a mon numéro qui est WhatsApp qui est dessus aussi. Donc faut pas hésiter à franchir le cap. Même si c'est juste une prise d'information, si c'est juste une question, si c'est juste un doute sur quelque chose. J'espère que l'échange qu'on a eu permet un peu comme je disais, de désacraliser la gestion de patrimoine et de permettre à plus de personnes de franchir le cap. Même si c'est juste pour échanger téléphone, vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de facturation, vous n'aurez pas une mauvaise surprise. Donc, passez le cap. Le but, c'est de mettre des choses en place. Même juste un doute, une question. Sur des choses que vous avez déjà mis en place, sur des choses à mettre en place, je fais un conseil. La porte est ouverte. Il y a pas de problème. Donc, principalement sur les réseaux, sur Insta. Ouais, tu peux l'inclure. Tu peux l'inclure. Il n'y a aucun souci en étant totalement transparent sur les tarifs. Ça dépend de la prestation qu'il y a derrière. Ça dépend du service. Si par exemple c'est sur du crédit, en tout cas moi je fonctionne comme ça. C'est un pourcentage du montant du projet, mais là-dessus ça comprend tout ce qui est montage fiscal, optimisation, l'obtention du crédit, les négociations des conditions. Si c'est du placement, il y a plusieurs solutions. Tu peux avoir sur les frais de gestion une partie qui est rétrocédée au conseiller, la gestion de patrimoine. Donc auquel cas tu vas pas tu vas pas une facturation supplémentaire. Tu peux avoir des frais d'entrée sur des placements, tu as cette partie-là aussi. Ou sinon, ça fonctionne aux honoraires, c'est-à-dire que sur une opération, et ça pareil, je suis très à l'aise avec tous les joueurs que j'accompagne, je le dis avant, si jamais tu ne m'entends pas parler de facturation, c'est que tu n'auras pas de mots, c'est que c'est pas facturé, c'est que c'est déjà dans ce qu'on a nous, ou alors c'est parce que les premiers échanges qu'on a, c'est vu que c'est toujours une affaire de personne, je facture pas,
parce que il faut que ça passe, il faut que tu partages ma vision et inversement, qu'on puisse former une équipe et qu'on puisse avancer. Donc, on peut être libre à la fin du rendez-vous de se dire, Benoît, tu ne vas pas, tu ne conviens pas, ou inversement, on n'a pas la même vision, donc on travaille pas ensemble. Et sinon, d'aller plus loin. Et si on va plus loin, si on parle de facturation, si tu me fais travailler sur plein de choses, je vais pas chercher à te facturer à chaque fois. Donc, tant qu'il n'y a pas de sujet de facturation, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Après, en effet, sur une opération particulière, tu me dis, Benoît, j'ai besoin de tes services sur ça, très spécifiquement. Et moi, ni plus ni moins, je vais te facturer du temps. Donc, plus l'opération est complexe, plus le devis va être élevé parce que je vais passer beaucoup de temps sur la recherche, le montage, la négociation, la mise en place, la gestion éventuellement. Donc il y a des joueurs fonctionnent différemment. Il y a des joueurs qui ont aucune facturation parce que sur les placements qu'on a ensemble, moi je viens rogner la marge des compagnies de placement et autres, donc c'est elles qui me rémunèrent. Mais auquel cas c'est une très bonne chose parce que du coup c'est pas le joueur qui paye directement en tout cas. Donc parfait. Et après si c'est vraiment sur des services spécifiques de l'optimisation fiscale, remplir la, la déclaration d'impôt ou autre, il y a ou des honoraires au forfait ou même un abonnement où j'ai des joueurs qui me disent bah, Benoît, on a un cahier des charges toute l'année, tu t'occupes de toute cette partie-là. Ils ont un abonnement, et ils ont une facturation pure et dure vraiment avec le détail de ce qu'il y a à l'intérieur et je m'occupe de ça le temps que c'est en place. Donc combien ça coûte? Ça peut être de techniquement zéro à beaucoup plus.